Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et avant de passer à l'actualité du jour, je me permets de vous rappeler qu'après la censure de YouTube, le meilleur moyen de ne rien rater de TV Liberté est de vous inscrire à notre infolettre ou newsletter. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur le site tvliberté.com en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo dans la description ou tout simplement en envoyant le mot infolettre par courriel à l'adresse contact@tvliberté.com. Alors n'hésitez pas à faire pause tout de suite sur la vidéo pour le faire dès à présent. À la une de cette édition, l'investiture de Joe Biden, alors que le Pentagone a déployé les grands moyens pour l'arrivée du nouveau président des États-Unis, le pays se prépare à un tournant majeur. Également dans cette édition, l'hypothèse du troisième reconfinement, un temps écarté au profit de l'élargissement du couvre-feu à 18h. La nouvelle assignation à résidence des Français semble revenir au rang des hypothèses, une décision parfaitement injustifiée à ce jour. Et puis nous évoquerons également l'action de Génération Identitaire dans les Pyrénées. 2 ans après le col de l'Échelle dans les Alpes, l'organisation tient à sensibiliser les Français sur l'immigration incontrôlée en France. Jour J pour le progressisme américain. C'est en effet ce mercredi que Joe Biden a été investi 46e président des États-Unis. L'occasion de se projeter sur ce à quoi pourraient ressembler les 4 années de mandat du démocrate de 78 ans. Le programme avec Thibaut Bastide. Le slogan « Make America Great Again » de Donald Trump semble déjà bien loin. Depuis ce mercredi, 18h heure française, les États-Unis ont un nouveau président en la personne de Joseph Robinette Biden Jr., plus connu sous le nom de Joe Biden. Un vieux briscard de la politique américaine de 78 ans qui a déjà prêté serment en 2009 en tant que vice-président de Barack Obama. Mais 12 ans plus tard, la donne a changé et il y a fort à parier que les États-Unis vont littéralement basculer dans une nouvelle dimension. En effet, après le mandat de Donald Trump, lors duquel le républicain a fait passer les intérêts des États-Unis en premier, le tout avec une certaine réussite économique, les 4 prochaines années s'annoncent tumultueuses. Les préparatifs de l'investiture de Joe Biden ont d'ailleurs donné le ton avec une capitale en état d'alerte maximale. Ces derniers jours, Washington a pris des airs de forteresse imprenables. Près de 25 000 militaires déployés, des grilles anti-émeutes entourant le Capitole et la Maison-Blanche. Un déploiement digne d'un coup d'État justifié par le risque d'hypothétiques attaques venant de militants pro-Trump que les démocrates et les médias se plaisent à diaboliser. De quoi donner le ton de la mandature Biden qui pourrait être tout simplement chaotique. Si le désormais 46e président des États-Unis a placé la lutte contre le Covid-19 sur la liste de ses priorités, il devrait également faire la part belle à la diversité. Un projet déjà mis en avant lors de son discours en novembre dernier après l'annonce de sa victoire médiatique. En effet, Joe Biden s'était déjà dit fier de la coalition qu'il avait formée, la plus diverse de l'histoire. Et il n'a pas tardé à la mettre en avant dans son gouvernement. Après avoir nommé Kamala Harris, première vice-présidente afro-indo-américaine, et Pete Buttigieg, ministre des Transports, faisant de lui le premier ministre ouvertement homosexuel et pro-LGBT. Joe Biden préparait une autre annonce lourde de sens. Mardi, à la veille de son investiture, il a annoncé la nomination de Rachel Levine, pédiatre transgenre de 64 ans, ministre adjoint ou adjointe de la Santé. Un beau panaché de la diversité qu'entend prôner Joe Biden au cours de ses 4 ans à la Maison-Blanche, le tout en prenant un malin plaisir à détricoter toute l'action entreprise par son prédécesseur, notamment sur l'immigration. Face à ce tableau, Donald Trump songerait à lancer sa propre formation politique. Selon le Wall Street Journal, il aurait discuté ces derniers jours avec des associés pour continuer à exercer une influence après son départ de la Maison-Blanche. Une influence qui pourrait tout simplement se baptiser le Patriot Party et nul doute qu'il pourrait rapidement rencontrer un certain succès. Après le couvre-feu à 18h, les Français vont-ils devoir endurer un troisième reconfinement? Considéré comme un dernier recours face à l'épidémie, la décision pourrait toutefois intervenir dans quelques semaines, une possibilité qui n'a aucun sens. Jamais 203. Alors que la France entière doit subir un couvre-feu à 18h depuis lundi, médias et scientifiques de plateau commencent déjà à matraquer tous les bienfaits d'un nouveau confinement sur l'épidémie. Un nouveau coup dur économique et moral pour les Français dont la justification à ce jour est littéralement introuvable. D'abord, alors que les fêtes de Noël et de fin d'année avaient été présentées comme une bombe à particules virales, le recul est désormais suffisant pour mesurer les conséquences des retrouvailles familiales que tant ont voulu supprimer. Conclusion, l'impact
est imperceptible. Près d'un mois après Noël et près de 3 semaines après le réveillon, aucune augmentation notable est visible en France, ni en termes de personnes dépistées positives, ni en termes de décès. Le virus semble donc suivre sa propre progression sans vraiment se soucier des mesures sanitaires. Par ailleurs, il est également trop tôt pour mesurer l'hypothétique impact du couvre-feu établi à 18h. Néanmoins, au vu de la congestion des transports publics qu'il engendre, puisque les gens se concentrent aux mêmes horaires pour rentrer plus tôt chez eux, il est fort peu probable que cette mesure ait un sens positif du moins. Ainsi, à l'heure où nous parlons, rien ne semble indiquer une justification d'un reconfinement. Néanmoins, il apparaît que le gouvernement décide désormais de manière totalement arbitraire et même autoritaire, et ce n'est pas l'assentiment global de la population qui devrait le freiner. D'autant que cette menace de reconfinement semble revêtir des intérêts stratégiques. En effet, plus il sera matraqué dans les médias, plus les Français, pressés de revivre enfin un peu plus normalement, verront la vaccination comme seule porte de secours. Une manipulation massive, à plus forte raison que les vaccins proposés à l'heure actuelle ne garantissent pas la fin des transmissions. Un point fondamental qui devient très difficile de faire comprendre tant les informations sont verrouillées par le système en place, des médias aux politiques, en passant par les géants des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux qui, malgré la censure qui y sévit, contraignent les médias classiques à infléchir un peu leur ligne, notamment en concédant que 5 personnes âgées ayant été vaccinées en France étaient bien décédées. Bien sûr, comme il s'agit de personnes âgées, les commentateurs expliquent qu'il n'y a aucun lien avec l'injection, une affirmation que personne ne peut ni réfuter ni confirmer. Après les Alpes, Génération Identitaire investit à présent les Pyrénées. Alors que la crise sanitaire n'a pas mis fin à la crise migratoire, les militants de l'organisation entendent sécuriser la frontière. Le point avec Olivier Frère-Jacques. Nouvelle opération montagne pour Génération Identitaire. L'organisation patrouille depuis lundi dans les Pyrénées pour prévenir de l'arrivée de clandestins et sensibiliser les Français. Le 5 janvier, la préfecture de la Haute-Garonne avait décidé la fermeture du col du Portillon, un col routier reliant le Luchonnais à la Catalogne. La raison de cette fermeture, la menace terroriste qui demeure élevée au plan national et des mouvements de population soutenus. Une déclaration étonnante qui illustre que même une préfecture fait le constat aujourd'hui du lien entre terrorisme et immigration. Les militants de l'organisation européenne avaient déjà fait une opération sous la même appellation Defend Europe il y a 2 ans dans les Alpes. Jérémy Piano, porte-parole de Génération Identitaire, nous explique la présence d'une trentaine de militants à la frontière franco-espagnole depuis le début de la semaine. Génération Identitaire s'est rendue dans les Pyrénées afin de surveiller la frontière franco-espagnole qui est en proie à l'invasion migratoire depuis des années. Il faut savoir que des milliers de clandestins sont entrés en France, notamment par le col du Portillon où nous nous trouvons actuellement. Donc ce col, il a été fermé il y a quelques jours par la préfecture qui invoquait un risque migratoire et une menace terroriste forte. Donc les militants de Génération Identitaire se sont mobilisés avec des pick-up, avec du matériel de montagne. Nous sommes actuellement en train de surveiller ce col du Portillon, qui n'était d'ailleurs pas protégé par la police, et les vallées alentours, notamment la vallée du Lys. Si, dans le cadre de cette surveillance, nous rencontrons des migrants clandestins qui essayent de franchir la frontière, eh bien nous alerterons à ce moment-là les forces de l'ordre afin qu'elles procèdent à leur interpellation et in fine à leur expulsion du territoire. Un travail qui ressemble à s'y méprendre à celui que l'État devrait assurer sur place. Sans surprise, l'action n'est pas passée inaperçue puisque la présidente de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga, ainsi que le président du conseil départemental, également PS, Georges Méric, ont demandé à la préfecture de mettre fin à l'action des identitaires. Carole Delga, condamnée en 2019 pour des faits de discrimination fondés sur des opinions politiques et entrave à l'exercice d'une activité économique, demande en outre la dissolution de Génération Identitaire. Le préfet Étienne Guyot a condamné l'action, tout en concédant que celle-ci n'avait pas provoqué de troubles à l'ordre public. Au-delà de l'action menée directement contre le passage de clandestins dans les montagnes pyrénéennes, les identitaires entendent faire passer un message aux Français et aux Européens, et encore plus particulièrement aux jeunes. Notre but est de protéger la frontière, et au-delà de ça, par notre présence, démontrons en fait que surveiller et protéger nos frontières est possible. Donc si quelques groupes de jeunes déterminés peuvent le faire, c'est que l'État peut et doit le faire lui aussi. Donc nous incitons le gouvernement à envoyer des renforts de police et de gendarmerie dans les Pyrénées. C'est ce que nous avions obtenu lors de notre mission Defend Europe. Gérard Collomb avait envoyé des renforts à la frontière. C'est exactement ce que nous demandons. Et par notre exemple, nous incitons aussi la jeunesse de France et d'Europe à se révolter contre l'immigration massive, contre la destruction de notre identité et à réclamer in fine la remigration.
Et à présent, on part avec Thibaut Bastide, c'est pour l'actualité en bref. Emmanuel Macron adresse des vœux très politiques aux armées. Mardi, le chef de l'État était à Brest pour présenter ses vœux 2021 au corps militaire français. Des vœux teintés de félicitations avec une énumération des réussites militaires, mais également avec des relents très politiques. En effet, Emmanuel Macron a annoncé une actualisation de la revue stratégique. En cause, la crise sanitaire, sociale et économique qui a favorisé les réflexes de repli et attisé les braises des nationalismes, selon le chef de l'État. Le ministre des Armées, Florence Parly, devrait développer la pensée d'Emmanuel Macron dans son discours de vœux jeudi matin. Pédocriminalité, un élu dissident de la majorité monte au créneau contre le relativisme des baby-boomers progressistes. Le député radical, ex-LREM et ex-PS, Bruno Kettel, révèle avoir été violé à l'âge de 11 ans et s'insurge contre les discours selon lesquels l'époque de libération sexuelle des années 70 pouvait justifier de tels actes. En rupture avec l'idéologie anti-pénale dominante, il affirme qu'il ne faut laisser aucun repos pour les auteurs de ces actes. Des déclarations faites lundi sur le réseau social Twitter en réponse aux déclarations pédotolérantes de l'ancien ministre Jack Lang, soupçonné d'être à minima au courant des agissements d'Olivier Duhamel. L'État français emprunte sur un demi-siècle. Paris lève 7 milliards d'euros sur 50 ans du jamais vu. Si des opérations moindres, mais de la même durée, avaient eu lieu avec les 3 derniers présidents en 2005, 2010 et 2016, cette fois-ci les chiffres donnent le tournis et les investisseurs ont massivement souscrit à cette nouvelle obligation. Les équipes Macron qui visaient à leur arrivée une diminution drastique de la dette assument désormais de la faire exploser pour sauver leur peau à moins d'1 an et demi de la prochaine élection présidentielle. Une bombe à retardement supplémentaire avec les prêts garantis par l'État qu'il ne remboursera jamais aux banques. Musée en péril. À Paris, le musée de l'Éventail, situé dans le 10e arrondissement, pourrait rapidement fermer ses portes. Criblé par des dettes de loyer impayées, le musée privé de l'Éventail a même reçu une menace d'expulsion. Et pour cause, le bailleur social de la ville, Elogi, impose un loyer qu'Anne Auguet, qui est à la tête du musée, ne peut plus assurer. Pour sauver le lieu classé au patrimoine culturel immatériel, cette dernière a lancé un appel à l'aide aux Parisiens, mais également à la mairie de la capitale, qui a proposé de nouveaux locaux, mais aucune issue viable n'a pour le moment été trouvé. Et on approche de la fin de cette édition. Dans un instant, retrouvez un nouveau numéro de Perles de Culture. Anne Brassier reçoit Ignace, le dessinateur de TV Liberté. Tout de suite, c'est Mes Libertés politiques avec François Billot-Lochner. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Ainsi donc, les multimilliardaires patrons de ce que l'on appelle les réseaux sociaux ont exercé contre Donald Trump une impitoyable censure à la mode stalinienne. Chez eux, le Donald est effacé, annulé, annihilé. La folie démocrate progressiste et la fausse liberté ont donc montré avec la rapidité de l'éclair leur vrai visage. Prenons le cas de Twitter. Fort de la victoire électorale de Biden, le PDG de Twitter a supprimé d'un trait de plume le compte Twitter de Donald Trump et ses dizaines de millions d'abonnés, à peu près 4 fois le nombre d'abonnés de papy Biden. Mais lui, Biden, il est dans le camp du bien, donc il a tous les droits et il garde son compte Twitter. Le PDG de Twitter décrète donc souverainement ce qui est le bien et ce qui est le mal. Le mal, c'est Trump, raouste le Donald, dehors le Donald. En revanche, le président iranien qui traite les juifs de vermine à exterminer a toujours son compte Twitter, comme l'ancien premier ministre de Malaisie qui appelle à l'assassinat des Français par les musulmans.
Il y a les bons tweets et les mauvais tweets, mais il faut être démocrate et avoir un peu d'expérience pour savoir séparer le bon grain de l'ivraie. Cela dit, ce coup-ci coup-ça, la censure est tellement grosse et grasse comme un Big Mac dégoulinant de graisse de cochon halal qu'elle risque de produire exactement l'effet inverse de celui recherché. La cote de popularité de Trump, qui avait dégringolé à la suite des événements du Capitole, remonte avec assurance depuis qu'on lui a coupé le sifflet sur les réseaux sociaux. Heureusement, un peu partout dans le monde, la nouvelle du bannissement de Trump de Twitter fait tousser. Et pas seulement les bonnes gens, comme vous et moi. Fait unique dans l'histoire de notre pays et même du monde. La crépusculaire Aurore Berger a dit quelque chose d'intelligent. Elle aussi a dénoncé la censure. Comme quoi, en 2021, tout peut arriver, champagne. Mais évidemment, il se trouve quand même toujours des petits esprits mesquins pour défendre l'indéfendable. Leurs arguments sont particulièrement mal fichus, mais ils s'en fichent, ils ont le pouvoir. On les entend expliquer qu'après tout, Twitter est une entreprise privée, donc elle fait ce qu'elle veut, et qu'elle a bien le droit d'avoir envie de virer Trump de ses utilisateurs. Non mais oh quand même. Ah bon ? Une entreprise privée fait ce qu'elle veut. Elle a bien le droit de virer qui elle veut parmi ses utilisateurs. Alors, pourquoi ces mêmes censeurs du politiquement correct passent-ils leur temps à traquer les comportements déviants dans les entreprises? Pourquoi CNews n'aurait pas le droit d'employer Zemmour sur ses plateaux? Pourquoi ne pourrais-je pas créer une marque de vêtements qui stipule dans ses conditions de vente que les clients LGBT ne sont pas admis dans mes magasins et que les femmes voilées doivent rester sur le trottoir? Non. Le vrai problème, c'est qu'une entreprise privée ne devrait pas faire ce qu'elle veut quand elle s'est fait une spécialité de chanter sur tous les tons de la gamme qu'elle était un modèle d'ouverture et de débat démocratique. Si elle choisit d'être un entre-soi gaucho-progressiste, c'est un choix qu'elle assume d'emblée. Mais cette façon de donner des leçons, de distribuer des bons et des mauvais points, tout en ne faisant qu'à sa tête, est proprement insupportable. Nous atteignons des sommets de mauvaise foi et de tartufferie démocratique et nous ne sommes qu'en janvier. J'ai peur pour la suite. D'ailleurs, je dois avoir la stature de Trump car un de mes éditoriaux de la semaine dernière sur liberté politique, sur les élections, a été censuré, ni plus ni moins. J'envisage donc, puisque j'ai la stature de Trump, de me présenter en 2024 à la présidence des États-Unis et mon vice-président sera le Donald. Sur cette révélation époustouflante, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.